Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente, pas pour la première fois, vu que certains d'entre vous qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous l'avez déjà vu, mais j'ai le plaisir donc de présenter ou de représenter quelqu'un dont je vous parle assez souvent, que je ne vous cache pas tout le bien que j'en pense, qui est le camarade Paul-François Paoli. Paul-François, bonjour. Bonjour chers amis, chers camarades. Alors, tu viens nous présenter cet ouvrage publié aux éditions Jean-Cyril Godefroy dans la collection du Cercle Aristote, Race, sexe, identité, la France en procès. Ceux qui veulent se le procurer, il est en description. Pas de problème. Alors, c'est préfacé en plus par un grand ami du Cercle qui est notre ami Jean-Louis Harouel. Race, sexe, identité, quelle est cette passion, monsieur Paoli, que vous semblez avoir pour le fait d'avoir des ennuis ? Écoutez, je pense que tout journaliste, tout intellectuel, tout écrivain souhaite essayer au moins d'aller un petit peu au fond des choses. Et on risque d'avoir des ennuis quand on essaye d'aller au fond des choses. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est de déconstruire les déconstructeurs professionnels. C'est un sport que je pratique depuis longtemps. Comme vous savez, peut-être j'écris à la Revue des Deux Mondes, et à la Revue des Deux Mondes, l'an dernier, nous avons organisé plusieurs dossiers sur le wokisme. Donc en fait, j'attaque de front la question du wokisme et de la cancel culture, mais en particulier ce qu'on appelle l'idéologie woke. Et je l'attaque frontalement au lieu de l'attaquer de biais, comme on le fait trop souvent en France. C'est-à-dire que ce qu'on fait aujourd'hui, ça consiste à dire, nous subissons une idéologie anglo-saxonne qui est racialiste, qui est ultra-identitaire, qui est sexiste, qui fait de l'homme blanc européen le représentant du mal sur la Terre, et du mal M-A-L-E et M-A-L, le mal ontologique, et donc, mais on ne va pas au fond des choses, c'est-à-dire on considère que cette pensée est soit faible, soit impertinente, soit perverse. Et moi, je la prends au sérieux. Je la prends au sérieux parce que je pense que c'est une pensée qui fait, c'est penser peut-être un mot ambitieux, disons c'est une idéologie qui fait énormément de dégâts. Et le premier argument que des gens très bien intentionnés, qui se définissent eux-mêmes comme républicains, piliers de la République, utilisent, c'est de dire on ne va pas rentrer dans le délire de ces gens qui nous disent qu'ils sont racialisés. Et donc moi ce que je dis c'est pas la bonne réponse, c'est pas la bonne riposte. Il faut au contraire et les écouter délirer. Il faut écouter ce qu'ils nous disent et aller sur leur terrain. Il faut pas esquiver le terrain de l'adversaire. L'adversaire, c'est une idéologie qui aujourd'hui nous tyrannise. On le voit dans le domaine de l'art, on le voit dans le domaine de la littérature, on le voit dans tous les domaines de la culture. Ce sont des gens qui viennent nous dire vous êtes coupables, vous, les Européens, les Occidentaux, les Français, coupables d'avoir colonisé, coupables d'avoir produit une littérature qui ignore les minorités, coupables d'avoir consacré l'homme, la figure de l'homme, la figure dominante de l'homme et du père, et nous allons déconstruire tout cela à partir de notre vécu et de notre ressenti de dominer et d'opprimer, que nous soyons noirs, que nous soyons homosexuels, que nous soyons des femmes féministes et soumises au patriarcat occidental. Là, je reproduis leur logomachie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est au fond d'aller sur leur terrain et d'essayer de les comprendre pour les contrer. Et je pense que c'est une mauvaise riposte aujourd'hui que de considérer que, par exemple, la notion de race n'a jamais fait partie de notre patrimoine culturel et qu'elle est totalement étrangère à la culture française et à la France. C'est la première partie de mon livre, j'attaque ce sujet et je montre que, par exemple, que cette notion de race, ce mot de race, était absolument banal et anodin dans notre culture française et aussi européenne et occidentale. Je cite par exemple le grand discours de Léon Gambetta sur la Chine. Léon Gambetta, comme vous le savez, qui est le fondateur et le pilier de la République, de la Troisième République française, et qui parle de la race chinoise comme d'une race hostile et d'une race ennemie. Donc quand les républicains français, dont on va dire de gauche, mais pas seulement de gauche, viennent nous dire que la notion de race est totalement étrangère à la culture républicaine, déjà, ils bottent en touche, mais à mauvais escient, parce qu'en fait, cette notion était banale, elle était très banale. En tant que Corse, je peux vous dire que au 19e siècle, on parlait de nous, les Corses, comme d'une race, très souvent, même dans la littérature républicaine, la race corse, etc., etc. Et donc, c'était un mot banal, anodin, et je dirais inoffensif. Et donc, ce que je rappelle dans mon livre, c'est que
cette notion qui est polysémique, comme tu le sais, hein, qui veut dire à la fois qui peut vouloir dire lignée, qui peut vouloir dire origine, qui peut vouloir dire culture, qui peut vouloir dire hérédité, qui peut vouloir dire couleur de peau, qui peut vouloir dire ethnie. Donc il y a beaucoup d'entrées. Et c'est vrai que ce terme a été utilisé dans tous les sens. Or, que se passe-t-il? Dans les années 70, ce terme est prohibé, il devient suspect, il devient obscène et il devient inquiétant. Et aujourd'hui, nous sommes au plus fort de la vague. Dès qu'il est question de race dès qu'il est question de race, les gens détournent la tête, les gens sont angoissés et on vous considère comme un raciste potentiel virtuel. Donc, la première partie de mon livre, c'est un peu un travail généalogique. Je reprends un peu cette notion de race et je montre qu'elle est totalement banale, que Freud, par exemple, l'utilise dans sa correspondance, que de grands républicains comme les Léon Gambetta l'utilisent. Et bien sûr, des racialistes, comme Churchill, qui n'était pas un raciste à mes yeux, comme l'était Hitler ou comme l'étaient certains darwinistes anglais, mais qui était racialiste, c'est-à-dire qui croyait qu'il y avait une relation, qui croyait finalement qu'il existait des ethno-civilisations, c'est-à-dire il croyait par exemple en une destinée de ce qu'il appelait la race britannique. Donc, et pourtant, c'était un humaniste, entre guillemets, occidental. C'était quelqu'un qui considérait que l'Occident avait une tâche, une vocation civilisatrice, et notamment celle d'élever les peuples inférieurs jusqu'à notre degré de civilisation. Bien sûr que cette notion, aujourd'hui, est totalement obsolète, elle est dépassée. Mais ce que je veux rappeler, tout simplement, et là je fais un travail de journaliste, c'est simplement que cette notion de race a été utilisée d'une manière banale dans tous les domaines. Je ne fais que citer, par exemple, les deux grands livres de Claude Lévi-Strauss, Race et Histoire, Race et Culture. Je cite le grand discours du général de Gaulle en 1965, quand la France établit ses relations avec la Chine. Le général de Gaulle fait un discours magistral, magnifique d'ailleurs, où il parle de la race chinoise. Ce mot de race passé comme une lettre à la poste. Donc, quand on nous dit que c'est la Shoah, que c'est la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale et le nazisme qui a finalement inhibé totalement cette notion de race, je dis que c'est un peu plus compliqué que ça, qu'en fait, après la guerre, jusque dans les années 70, la notion de race était banale. Elle était admise, elle était utilisée et parfois surutilisée. Et parfois, c'était finalement une notion assez vague. Et je rappelle quelque chose qui ne fera pas plaisir aux admirateurs du pape François actuel, que la grande encyclique de l'Église catholique de 1937, Brennan Sorge, avec une brûlante inquiétude qui est une dénonciation du racisme nazi, eh bien, dans cette encyclique, l'Église catholique dénonce le racisme nazi, l'idolâtrie de la race, mais elle considère, et c'est noir sur blanc dans le texte, que les notions de peuple, de communauté, d'ethnie et de race sont des notions honorables. Et il est même question de la communauté ethnique allemande. Donc, aujourd'hui, quel est notre problème? Le problème en France et dans tout le monde occidental, c'est que les mots sont incriminés en tant que tels. Un mot est incriminé en tant que tel. On ne peut plus dire race sans que l'on vous soupçonne de racisme. On ne peut plus dire je suis un homme sans que vous soyez soupçonné de sexisme, etc., etc. Mais ce que je dis, c'est pourquoi pas considérer que le mot nation est suspect, pourquoi pas considérer que le mot peuple est suspect, puisque les mêmes le disent. les mêmes le disent. En fait, ce qu'il faut nous dire, c'est qu'est-ce que c'est qui n'est pas suspect et qu'est-ce que c'est qui n'est pas tendancieux. Ah bah oui, mais là, mon cher Paul-François, tu oublies une vieille leçon qui est celle de Philippe Muret. Ces gens-là ne peuvent pas te répondre pour une raison. Et ils ne peuvent pas déraper. Ils sont la glace. Ils sont la glace. Ils sont la glace. Donc si tu veux, tu vois, le problème, c'est on va y revenir, mais tu vois, le grand problème, c'est qu'on n'est pas face à une idéologie construite. On est face, tu l'as très bien dit, à un ressentiment intellectualisé. Donc, résultat, c'est tout comme ça les arrange. C'est-à-dire que quand, là, par exemple, une des de leurs porte-parole, une des Traoré, je crois, a traité quelqu'un dans la rue publiquement, ça a été filmé de sale blanc, et elle l'a bien dit, sale blanc, pour moi, c'est l'extrême droite, parce qu'elle, elle a le droit. Tu vois, et c'est raciste quand ils le disent, c'est sexiste quand ils le disent. Tu vois, le problème, c'est qu'à la rigueur, on serait face à un catéchisme révolutionnaire, doctrinal, systémique et systématique. Comme ça a été le cas d'un certain marxisme ou d'une certaine scolastique marxiste.
le dialogue pourrait se faire. Hein. Je rappelle que souvent, c'était des intellectuels chrétiens qui maîtrisaient bien le marxisme dans les années 70, le père Calvez, des gens comme ça. Aujourd'hui, nous sommes face à des gens qui sont dans un procès d'incrimination où, de toutes les manières, tu as tort ontologiquement. Tu le dis très bien d'ailleurs. Or, la- la- tu vois, et c'est l'un des grands aspects de ton livre, c'est que tu as une vraie généalogie, un vrai travail d'histoire des idées, parce que, si tu veux, certaines pensées utilisant le terme de race ont été meurtrières, c'est vrai. Mais dans la plupart des cas, elle est indolente. Et d'ailleurs, les grands écrivains de la négritude l'employaient. Tu vois, c'est le, la question, c'est que qu'est-ce qui tombe à partir des années 70? Tu as à la fois le souvenir, ce que quelqu'un que j'aime moyennement, mais le terme était exact, ce qu'il appelait l'hypermnésie de l'Holocauste, c'était Patrick Buisson. Il y a ça qui tombe. Il y a également euh, la partie, disons, revendicatrice du mouvement des droits civiques aux États-Unis, donc la série Racine, etc., qui va réveiller la conscience noire sur le modèle afro-américain, qui n'a rien à voir avec la conscience noire telle qu'elle devrait être en France. C'est parce que les deux histoires n'ont rien à voir. Et pour toi, qu'est-ce qui tombe dans les années 70? Qu'est-ce qui émerge et qu'est-ce qui se déploie pour qu'aujourd'hui, tu vois, le terme de race qui était, comme tu le dis, et que tu le démontres, totalement anodin, souffre exactement de la même ambiguïté que celle qui frappait le sexe au 19e siècle, tu vois. C'est-à-dire, c'est un mot, si tu veux, c'est plus tabou que le reste. Oui, en effet, c'est un terme qui devient chargé. En réalité, il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'il faut étudier, il faut essayer de comprendre ce que disent les racialisés. Comme tu le dis, c'est très difficile de débattre avec eux parce que pour débattre, il faut un élément commun, il faut des éléments, il faut une rationalité commune. Mhm. Donc, ce sont des gens qui Mais commencent. pour eux, la rationalité est oppressante parce qu'elle est occidentale, donc Voilà. ça devient Bon. compliqué. En réalité, ce sont des gens qui sont dans une négation globale, en fait. Mhm. C'est-à-dire tout ce qui est notre culture, ce que nous appelons notre culture occidentale, pour eux, est chargé de culpabilité. Et d'ailleurs, je fais un rapprochement avec les théories du péché originel de Saint-Augustin. C'est extrêmement intéressant parce que pour moi, le wokisme, c'est une intuition que j'ai, est une forme de sécularisation du protestantisme américain. Il se trouve que la sensibilité woke, c'est-à-dire cette idée selon laquelle les blancs sont par définition coupables, qui sont porteurs d'une culpabilité historique, mais d'une culpabilité qui est ancrée dans ce qu'ils sont essentiellement. Et cette sensibilité, il se trouve qu'elle est très faible dans le monde juif, dans le monde israélien, elle est très faible dans le monde musulman, elle est inexistante dans le monde africain, elle est très faible dans le monde orthodoxe. Et elle est faible aussi dans le monde latin, catholique latin. Elle est par contre très forte et prédominante, et c'est là qu'elle a émergé, et c'est là qu'elle s'est développée, dans le monde américain, dans le monde anglo-saxon, et donc dans un monde qui a été marqué par l'augustinisme, c'est-à-dire par la pensée de Saint-Augustin. Et donc, vous savez que la pensée de Saint-Augustin, je vous l'apprends pas, mais c'est une pensée pessimiste, ontologiquement, c'est-à-dire nous naissons coupables, c'est le péché originel. Eh bien, ces gens-là, très souvent, ne sont pas chrétiens, même s'il y a des chrétiens de gauche parmi eux, mais il y a l'idée d'une culpabilité héréditaire, d'un péché originel de l'Occident. Et aujourd'hui, ce péché se fixe sur des questions liées à la colonisation africaine, liées au rôle d'Israël, au conflit israélo-arabe. Et finalement, toujours, l'accusé est toujours le même. L'accusé est toujours le même. C'est l'occidental et plus largement la culture européenne. Alors moi, personnellement, ma position, je ne suis pas occidentaliste. C'est-à-dire que je ne fais pas de l'Occident la panacée. C'est-à-dire que je suis, euh, on va dire, comment me définir, relativement pluraliste et culturaliste, relativiste sur un plan culturel, c'est-à-dire j'estime que toutes les civilisations ont le droit au respect. Mais ce que j'appelle occidentalisme, c'est cette idée aujourd'hui obsolète, selon laquelle l'Occident, c'est-à-dire grosso modo l'Europe de l'Ouest et les États-Unis, une certaine vision
de la société qui est prédominante en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, et qui considère que le marché, la démocratie et les droits de l'homme sont un modèle universel. Je n'adhère pas à cette idée. Pour moi, il existe une civilisation chinoise, il existe une civilisation japonaise, il existe une civilisation indienne, il existe des cultures africaines, il existe des civilisations sud-américaines, etc. Et donc le monde est pluriel. Mais aujourd'hui, ce qu'il se passe, c'est que le monde est pluriel, mais l'accusé est unique. L'accusé unique, c'est l'Occident. Et je pense que nous, en tant que Français et Européens, nous avons intérêt de nous dissocier de cette figure de l'Occident. C'est-à-dire, ça c'est la dernière partie de mon essai, c'est l'idée que je suis assez proche de la sensibilité d'un Solzhenitsyn, assez proche de la sensibilité d'un Samuel Huntington, c'est-à-dire que Européens que nous sommes les héritiers d'un ensemble de civilisations, notamment la civilisation latine, et cette civilisation n'est pas coupable. Elle a été extrêmement féconde, et nous, en tant qu'Européens, nous n'avons aucune responsabilité, nous ne sommes pas responsables du sort des Noirs, par exemple, aux États-Unis. Ça n'a rien à voir. Et donc, nous n'avons pas assumé le péché de culpabilité, le péché ontologique de l'humanité. Et ces gens-là, qui sont les racialisés, qui sont les minorités, ils utilisent d'une certaine manière le fait que notre culture ait été profondément imprégnée par le christianisme, mais un christianisme qui a dégénéré d'une certaine manière, puisque toutes les idées démocratiques égalitaires d'aujourd'hui, comme le disait Chesterton, ce sont des idées devenues folles. C'est-à-dire que nous sommes pris dans notre logique, qui est une logique des droits de l'homme, qui est une logique de l'émancipation de l'individu, qui est une logique égalitaire et paritaire, et nous sommes toujours coupables par rapport aux idéaux que nous avons énoncés, que nous avons édictés. Nous avons énoncé des idéaux, nous avons affirmé des idéaux face auxquels nous sommes toujours en deçà de cette réalisation. Liberté, égalité, fraternité, nous savons très bien qu'aujourd'hui la société française n'est pas égalitaire et qu'elle n'est pas fraternelle. Donc nous sommes accusés à l'aune des idéaux que nous avons prônés et qui sont de fait des idéaux chrétiens. Et de fait, l'égalité et la fraternité, ce sont des idéaux issus, générés par le christianisme. Mais ce que j'explique aussi dans mon livre, et c'est un aspect un petit peu ambitieux de mon livre, c'est que je n'adhère pas à l'idée extrêmement répandue aujourd'hui qui consiste à prétendre que les droits de l'homme ont été fondés par le christianisme et par l'Église catholique. Là-dessus, je suis tout à fait dans la lignée de quelqu'un comme Pierre Manin, que tu connais très bien, et je suis pas d'accord avec l'idée qui est celle de l'Église catholique depuis Jean-Paul II, que l'Église aurait fondé les droits de l'homme. Non, je rappelle que ce que l'Église fonde, ce que la tradition chrétienne fonde, c'est l'autre comme semblable. C'est pas l'autre comme égal, c'est l'autre comme semblable. Ce qui explique, du coup, pourquoi l'Église au cours des siècles, au long des siècles, n'est pas parti en guerre contre l'esclavage. Saint Paul n'a jamais fait de discours, ni le Christ, sur le sort des esclaves, ou plutôt quand Saint Paul en a parlé, c'était pour dire aux esclaves, respectez vos maîtres, et maîtres, respectez vos esclaves. Donc la démarche chrétienne à l'origine, c'est de considérer que l'autre, ce qu'on appellerait aujourd'hui le dominé, ou l'esclave, il est un homme à part entière, et donc il est un autre à part entière, il est un semblable à part entière, donc c'est une rupture avec une certaine vision grecque des rapports sociaux, notamment chez Platon et chez Aristote, et c'est l'idée que l'autre est mon semblable, quel que soit son statut social. Mais ce n'est absolument pas l'idée d'une révolution égalitaire au niveau des statuts sociaux. Alors là, l'Église catholique, depuis quelques années, vient nous expliquer que l'Église a créé, fomenté les droits de l'homme. Non, ce n'est pas vrai. Au XIXe siècle, l'Église est totalement conservatrice des régimes sociaux inégalitaires. Donc, mon livre a plusieurs aspects. Il a plusieurs aspects. Le fil conducteur, c'est de dire, nous sommes pris au piège. Nous sommes pris au piège d'une sorte de mentalité chrétienne, alors que nous sommes des sociétés post-chrétiennes. Nous sommes des sociétés post-chrétiennes, c'est-à-dire nous sommes des sociétés où l'idée d'au-delà est en pleine régression. Un Français sur deux ne croit plus à un au-delà après la vie, mais nous sommes restés chrétiens dans le domaine des valeurs. Or, justement, et là aussi c'est un aspect philosophique que je développe, j'ai fait un travail avec le philosophe Jean-Luc Marion, mais j'avais eu cette intuition avant, le christianisme n'est pas une affaire de valeurs. Le christianisme n'est pas une question des valeurs. Le christianisme, c'est une affirmation de foi.
La foi, ce n'est pas les valeurs. Et aujourd'hui, ce terme galvaudé de valeur sert à tout. Et d'une certaine manière, c'est vrai que les valeurs démocratiques, les valeurs chrétiennes se ressemblent beaucoup. Le discours de l'Église sur les migrants n'a plus beaucoup d'originalité par rapport au discours des organismes humanitaires et des organisations des droits de l'homme. Et donc aujourd'hui, il y a une sorte de brouillage général. Mais là où nous sommes pris au piège, c'est que nous sommes chrétiens à notre insu, malgré tout. Et chrétiens au sens le plus protestant du terme, c'est-à-dire coupables. Et d'une certaine manière, les racialisés, les minorités agressives et dynamiques et totalitaires, à mes yeux, elles nous tiennent dans la nasse. On ne peut pas en sortir. Il faudrait pouvoir leur dire, il faudrait pouvoir les affronter et leur dire, et c'est ce que je leur dis à ma manière, euh, nous sommes une civilisation, nous sommes une singularité. Après tout, le monde européen blanc, comme vous dites, c'est aussi une minorité, et nous devons assumer notre histoire, y compris tout ce qu'il y a eu de négatif et de terrifiant dans notre histoire, mais nous devons assumer aussi ce que nous avons cru, et Claude Lévi-Strauss le disait, toute civilisation croit en sa propre supériorité. Nous devons avoir le courage de dire oui, notre civilisation, notre culture a été d'une richesse incommensurable et nous devons l'assumer. Or, ce que nous avons en face de ces gens-là, c'est constamment des gens qui s'excusent d'exister et qui ne cessent de dire mais oui, c'est quand même chez nous que vous êtes le mieux, c'est quand même un Occident, c'est quand même l'Occident qui vous traite le mieux, etc., etc. Et c'est le discours de Pascal Bruckner, je me distingue de ce discours-là. Je pense qu'il faut avoir un discours beaucoup plus offensif avec ces gens. Il faut les contrer, il faut les combattre. Donc, on s'oriente vers la fin de cet entretien. Donc, je remarque que tu vois, nous, tu vois, t'as deux grandes écoles sur les phénomènes de cancel culture et de wokisme. Tu as ceux qui les raccrochent plutôt à l'école française de la déconstruction, et tu as ceux dont tu te rapproches, comme Jean-François Bronstein, qui en font un awakening protestant. Or, toi, tu rajoutes une dimension qui, je pense, t'est propre et qui est passionnante, c'est justement cet augustinisme politique, sachant que, juste pour ceux qui nous écoutent, ce qui fait dévier cette conception du péché originel qui permet une ouverture de l'Occident au développement, c'est la pensée de saint Thomas d'Aquin, parce que tout simplement, c'est lui qui, entre guillemets, relève l'homme en disant non, l'homme n'est pas systématiquement coupable, et ça va permettre, entre autres, à l'Église de réévaluer un certain nombre de positions, le pré-intérêt, etc. C'est-à-dire, saint Thomas, disons, amoindrit la culpabilité du péché original. Parce qu'il est grec, il a un côté grec. Parce qu'il a un côté grec. C'est Aristote. Voilà. Or, le problème, c'est que ça, par exemple, ce parallèle-là est infaisable dans notre cas, c'est-à-dire que ils n'évolueront pas vers... ils ne renonceront pas à nous culpabiliser. Et c'est là où ton approche est peut-être la bonne. C'est-à-dire, comme de toute façon, ils ne reculeront pas, comme ils vont utiliser justement notre mauvaise conscience comme une rente, mieux vaut peut-être les affronter une fois pour toutes. Mais justement, pour toi, il y a donc un problème qui n'est pas uniquement, disons, une pensée que certains qualifieraient rapidement de gauche, qui essaye de les républicaniser, ce qui n'a pas de sens, mais il y a aussi un grand problème de la pensée de droite, qui n'arrivent pas à les conceptualiser. Or, particulièrement en France. Comment penses-tu que, particulièrement en France, ce débat va évoluer ? Alors justement, je pense qu'en France, le débat est bloqué. Parce que il est verrouillé, parce qu'en France, nous avons nous croyons que nous avons une sorte de monopole de l'universel. Et j'ai toute une réflexion sur cette notion d'universalisme républicain. Je pense que des gens comme Raphaël Enthoven, Caroline Fourest, d'autres nous expliquent qu'il faut combattre les wokistes, qu'il faut combattre ces gens-là à partir d'un point de vue universaliste, ce qu'ils appellent un universaliste républicain. C'est un point de vue qui est relayé par Bruno Le Maire, d'autres gens, des gens d'un haut niveau intellectuel, hein, qui sont des gens tout à fait consistants intellectuellement. Mais je pense que leur
réponse n'est pas la bonne. Alors pourquoi elle n'est pas la bonne? D'abord parce que ce discours, il est insuffisant. Il est insuffisant par rapport aux défis que nous connaissons. Ce que nous connaissons comme défi, c'est principalement une concurrence des universels. C'est-à-dire que en face de nous, nous avons des gens pas très intelligents, extrêmement braqués, marqués par le ressentiment, dominés par la haine. Hein. Ce sont des gens qui nous haïssent. Hein. Les Traoré, un certain nombre d'autres, les Ouya Bouteja, les Indiens de la République, ils sont dans la haine de ce que... Ils s'en cachent modérément. Ils sont dans la haine de ce qu'ils croient que nous sommes. Bon. Donc c'est une rente. Et face à ça, nous leur opposons des discours abstraits. Et ce discours abstrait de l'universel républicain, ils en rient d'une certaine manière. Pourquoi? Un jour, j'ai vu un débat entre Rokhaya Diallo et une militante de l'universel républicain qui lui disait, mais nous, pourquoi est-ce que vous voulez pas être assimilés à ce que nous sommes? Et Rokhaya Diallo lui répondait, mais assimilés à quoi? Assimilés à qui? Et effectivement, elle avait le dessus sur un plan rhétorique. C'est que nous ne sommes plus, nous les Français, nous ne sommes plus à leur égard assez consistants pour qu'ils aient le désir de nous ressembler. Ce que j'appelle consistant, c'est une identité qui se ressemble. J'ai une réflexion sur l'identité, pareil, parce qu'en fait, on esquive le débat. Qu'est-ce que c'est que l'identité? Il faut pas en parler. C'est pas une notion scientifique, c'est pas une notion objective. Je note qu'à chaque fois qu'il est question de race, de culture, d'identité, vous avez des gens qui vous disent mais c'est pas une notion scientifique, c'est pas une notion objective. Non, d'accord. Mais pourtant, empiriquement, ce sont des notions qui nous habitent. Et ma définition d'identité, c'est la suivante. L'identité, c'est ce qui en nous vient de plus loin que nous. C'est-à-dire que la notion d'identité n'est pas contemporaine, elle n'est pas moderne. Curieusement, les racialisés utilisent cette identité pour eux. Ils considèrent que eux, leur identité à eux a été niée. Et nous ne sommes pas capables de dire qui nous sommes. Qui nous sommes en tant que Français, en tant qu'Européens, en tant que Latins, en tant qu'héritiers de plusieurs mondes qui se sont succédés en France et en Europe. Et donc nous devons avoir une pensée, une réflexion sur cette question. Cette réflexion ne doit pas tomber dans l'idolâtrie identitaire, dans le crétinisme identitaire qui consiste à dire nous je suis fier de ce que je suis. Moi en tant que Corse, j'ai subi ça en Corse pendant des années. Zogor, sonnez-vous fier. Bon, ben justement, j'ai écrit plusieurs livres là-dessus sur la Corse. Qu'est-ce que c'est qu'être Corse? Et j'ai montré que être Corse était inintelligible sans la relation à la France. On ne peut pas comprendre ce qu'est être Corse sans la relation spéciale, historique, de la Corse et la France. J'ai écrit 3 livres là-dessus. Donc en fait, l'identité, c'est pas quelque chose de clos, c'est pas quelque chose de fermé sur soi-même, c'est une relation à autrui particulière. Et nous avons eu cette relation. Nous avons eu cette relation et nous avons cru en un certain universel républicain, qui a eu sa grandeur, mais qui aujourd'hui marque une fatigue et n'est plus suffisant. Et c'est en cela, je pense, que la droite doit véritablement réfléchir, elle doit réfléchir là-dessus. Qui nous sommes en tant que Français? Eh bien, pour moi, lecteur de Simone Veil, nous sommes Français parce que nous sommes des héritiers. Et nous sommes des héritiers, et nous sommes des héritiers d'un certain nombre de strates culturelles qui ont créé ce pays, et donc il faut absolument s'opposer à une vision purement républicaniste de l'histoire de France telle que la défendent les insoumis, qui considèrent que la France commence en 1789. Bon, bien sûr, ce que je dis n'est pas original, c'était la conception du général de Gaulle et d'autres, de gaullistes, de conservateurs et même de gens de gauche. Edgar Herriot, qui était le chef du parti radical socialiste, a eu un jour cette formule qu'on a attribuée à Charles Maurras à tort, les 43 qui ont fait la France. Donc ça, c'est une réalité. Donc la France a été un pays gréco-romain, un pays gaulois, un pays catholique, un pays chrétien, un pays de culture, un pays des Lumières. Donc toutes ces différentes strates ont fait la France. Et je pense qu'il y a eu une continuité historique que des penseurs comme Péguy ont pu développer et ont pu exprimer, et donc nous devons assumer ce qu'est l'histoire et la culture de ce pays. C'est ça notre identité. Ça n'a rien à voir avec un jugement moral. Ça ne veut pas dire que c'était bien la Commune de Paris ou que c'était bien la répression versaillaise. Ça n'a rien à voir. Mais comment voulez-vous que des gens qui sont issus de cultures
des peuples que nous avons colonisés hier, comment voulez-vous qu'ils puissent s'identifier à un pays qui n'est pas capable, dont les élites ne sont plus capables de s'assumer? Donc, la critique de l'universalisme que je fais, elle est là. C'est-à-dire, c'est un cache-sexe, l'universalisme républicain. Ça consiste à dire, mais nous sommes dans l'universel et vous, vous êtes le particulier. On sait très bien que ce n'est pas vrai. On sait très bien que l'islam, qui est aujourd'hui la force la plus agressive en Occident, est un universalisme radical, et que pour un musulman, l'universel, c'est un universel absolu. Et donc, notre universalisme républicain, il tombe à l'eau. Et c'est pas en disant à des jeunes musulmans qui préféreraient la charia aux valeurs de la République que, en faisant des discours sur l'universel républicain, que nous allons les convaincre de devenir français. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est mettre les gens devant leurs responsabilités et leur demander et leur poser la question, voilà, vous, qui êtes-vous et que désirez-vous devenir? C'est sur ces paroles que nous concluons, cher Paul François. Je me permettrai juste de dire quelque chose que j'ai souvent dit par rapport à ton œuvre. J'estime que sur bien des points, sur la critique du féminisme, tu avais fait un livre sur la question, sur les aspects identitaires, sur la question corps, sur beaucoup d'autres choses. J'ai toujours pensé que la droite faisait une erreur en ne prenant pas suffisamment la mesure de l'œuvre qui est la tienne, et je ne saurais que recommander cet ouvrage à nos lecteurs, parce que il y a une véritable hémiplégie intellectuelle et morale dans une part des pensées alternatives sur ces sujets comme sur d'autres, et que tu es l'un des seuls, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, à regarder cette hémiplégie en face. Chers amis du Cercle Aristote, si vous voulez nous soutenir, tout est en description. Encore merci à notre ami Paul-François Paoli. Je vous renvoie à son ouvrage Race, Sexe, Identité, la France en procès. À très bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.